Quelques heures nous séparent de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. 63 ans d'indépendance, nous allons faire une évaluation, un état de lieu de notre pays. Quelques secteurs seront donc évalués. Nous allons essayer donc d'évaluer quelques secteurs. On va évaluer le secteur politique, le secteur économique, le secteur agricole, les secteurs qui sont des secteurs vitaux pour la survie donc, du pays. Entre-temps, l'actualité reste dominée notamment par ce nouvel. En Conseil des ministres restreint, présidé par le Premier ministre Sama Lukonde, le gouvernement a adopté le mercredi 28 juin le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Et Kinshasa, signature d'un contrat pour la mise en œuvre d'un téléphérique, une ligne de transport aérien par câble longue de 2 km avec une capacité de transporter quotidiennement près de 5000 passagers de l'Unikine à la station Triangle à Mongafula. Donc ce sera de transport aérien par câble. Ce projet va être lancé au mois de juillet. Et Félix Tshisekedi doit se libérer des charlatans assoiffés d'argent au lieu d'être dans une recherche paranoïaque des boucs émissaires. Il doit combattre ses vrais ennemis, il doit combattre la corruption, l'amateurisme dans la gestion de la chose publique. Ça, c'est Monseigneur Fulgence Moteba, l'archevêque de Lubumbashi, qui a accordé une interview à nos confrères de Jeune Afrique. Et prenons cette réaction de Robert Hood qui dit un retrait précipité de la MONUSCO laisserait probablement un vide de sécurité que les autorités de l'État ne sont pas en mesure de combler. C'est l'ambassadeur des USA à l'ONU. Élection 2023, le PPRD rejette l'appel de la CENI pour une rencontre avec l'opposition puisque c'est elle qui est contestée et donc n'a pas qualité d'inviter l'opposition qui désapprouve sa légitimité. Lit-on sur le compte du PPRD officiel. Il n'y a aucune dérive de l'Église catholique. Les différents messages des évêques s'inscrivent dans la doctrine sociale de l'Église. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SYNCO, qui réagissait donc au propos du président Tshisekedi, a tenu en Mbujima. Et agression dans la partie Est. Les contingents kenyans vont rester dans l'Est de la RDC jusqu'à ce que le pays soit doté d'une armée et d'une police capable de sécuriser sa population. Président kenyan William Ruto qui dit que cette force va rester jusqu'à ce que la RDC soit capable de se sécuriser elle-même. Alors, on va prendre également cette réaction de M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, qui a fait savoir, je l'ai dit également hier, que c'est sur instruction de Moïse Katumbi qu'ils font tout ça. Ils, ce sont les prélats catholiques. Ils, donc, répondant dans vos critiques aux accusations des évêques de l'Église catholique, dénonçant le parti de Félix Tshisekedi qui entraînerait, voilà, j'y arrive, une milice pour réprimer. Alors, autre nouvelle sur demande du président Félix Tshisekedi, une prière d'action de grâce sera organisée ce vendredi 30 juin 2023 à 9 h au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Ce rendez-vous vient après celui de 2019 où le président Tshisekedi avait consacré le pays entre les mains de Dieu. Voilà, demain on sera tous au stade des Martyrs pour ce 30 juin. Voilà, 3 invités pour l'instant sur ce plateau pour débattre de cette question, la question de l'indépendance du pays. Monsieur Joseph Mbenza, il est acteur politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est également politologue. Nous allons débattre avec lui autour de cette thématique que nous avons annoncée. Bonjour Monsieur Joseph, merci beaucoup pour en tout cas l'effort que vous avez fourni de prendre part à cette émission. Franchement, je vous ai pris, je vais dire, à pied levé, mais merci beaucoup pour ces efforts que vous avez faits. C'est à moi de vous remercier pour m'avoir invité une fois de plus sur votre plateau. Oui. Et j'ai accepté volontiers. Donc voilà. Donc si vous allez donner des biscuits, c'est après. Voilà, je salue tout le monde, mais que des gens pas co-débatteurs, parce qu'aujourd'hui c'est pas le plateau, je vois pas des hostilités aujourd'hui.
mais de gens, des analystes, chacun dans son sphère. Et nous allons réfléchir République. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Jules Pitramukindi, bonjour. Vous êtes politologue et expert en marketing politique. Bonjour et merci aussi de votre présence dans cette émission. Merci beaucoup. Bonjour à toi, cher Dan. C'est toujours un honneur que de savoir qu'on est invité, surtout dans votre mission. Et avec la thématique telle que vous nous avez dictée avant, nous nous sentons beaucoup plus intéressés. Mais comment manquer de vous dire aussi bon anniversaire? Parce que nous avons appris que c'est votre jour d'anniversaire. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Que le ciel ne cesse de vous combler pour que vous soyez toujours cette étincelle qui perce et qui donne la lumière à plusieurs. J'ai dit aussi bon anniversaire comme ça à un ami, Gentil Tombola, il se trouve. Et puis à la solidarité CPA Mouchi qui est en train de faire sa sortie officielle déjà ce 1er juillet. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce souhait, monsieur Jules. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je n'ai pas l'habitude de faire connaître mon anniversaire. Hein. Je préfère le célébrer un peu de façon... Alors, monsieur Arnold Singa, bonjour aussi. Merci de votre première présence dans cette émission. Vous êtes chercheur, économiste dans le domaine de l'économie. Ah oui, bonjour, monsieur le journaliste. J'en suis tellement reconnaissant et sincère d'être reçu dans votre chaîne pour parler des questions purement croissantes et entrer aux problèmes qui gangrènent notre société. C'est important d'en parler parce que le pli au niveau de la société se résume dans les faits où sa population parvient à se poser des questions purement existentielles, des questions ayant trait à l'économie, des questions ayant trait à la sociologie, des questions, non seulement des questions qui tournent sur la sphère politique ou foot ou des divertissements, mais des questions telles que nous discutons, c'est important et j'en suis tellement fier. Je commence avec vous déjà. Un biscuit? Je vous souhaite aussi joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Alors, un biscuit? Ah oui, et à propos de l'économie, nous avions constaté qu'il y a des problèmes tellement sérieux auxquels le gouvernement, les pays est en train de faire face. Le gouvernement, avec ses multiples ambitions, nous constatons que les contraintes à ces problèmes, c'est les problèmes des outils auxquels le gouvernement devrait saisir pour résoudre les problèmes. Les problèmes sont tellement énormes et le gouvernement fait face à de multiples questions auxquelles méritent des réponses sincères, efficaces, mais il y a problème d'outils. Donc à cette dimension ou à cette constatation, je préfère dire que les plateaux d'aujourd'hui, les plateaux spéciaux dont vous avez organisé aujourd'hui, pourraient répondre aux attentes du gouvernement si ils prêtent. Quels sont les problèmes que vous avez constatés? Il y a problème, surtout dans l'entrepreneuriat, les problèmes dans l'agriculture, les problèmes. Il y a tellement de problèmes et des problèmes politiques. Donc, tous ces problèmes constituent d'énormes contraintes. Quel problème? Quel est le problème que vous avez remarqué? J'ai constaté les problèmes d'entrepreneuriat des jeunes et qui, jusqu'à présent, constituent des difficultés ou posent des difficultés. Les jeunes qui entreprennent. Très bien, je vais revenir à vous incessamment pour que vous puissiez continuer votre réflexion. Je ne vous arrête pas, je vais vous donner la parole. Alors, monsieur Mathieu, bonjour, monsieur Mathieu Takizala, directeur général de Spécial Autogarage. Vous êtes entrepreneur, donc. Merci aussi beaucoup de votre participation à cette émission. Vous êtes aussi un partenaire de cette émission. Je remercie cher Dan, je remercie aussi les co-débatteurs qui sont dans ces panels parce que nous sommes à jour J-1, la souveraineté de la République démocratique du Congo. Elle est restée pendant 6 décennies uniquement dans la partie administrative et politique. Mais dans la logique économique, les acteurs sont émiettés. Et je crois qu'on va développer. Et je remercie ceux qui exercent la profession de
chefs d'entreprise dans le territoire qui soient des nationalités étrangères, parce que les défis sont multiples dans ces territoires en ce moment. Merci beaucoup. Monsieur Joseph, un biscuit aussi? Oui, juste rebondir sur ce que Monseigneur Philigeon, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui. Je crois que il a tenu de propos pas du tout bien. Nous traitons nous autres de l'UDPS de fanatiques. Je sais qu'il va suivre cette émission et je lui dis, à l'UDPS, il n'y a pas de fanatiques, il y a des militants et des combattants. Voilà comment nous nous appelons. Je viens de voir une image qui m'a choqué. Même à l'époque de Mobutu, c'était pas possible qu'un évêque soit reçu par, entre guillemets, un président d'un parti politique en culotte. Alors, je me pose la question entre lui et nous, qui est fanatique. Voyez-vous, donc nous sommes dans une période où il faut éviter ça. Même à l'époque, notre héros, Lumumba, avait fustigé l'église catholique. Vous voyez un peu. Alors que moi, je comprends qu'il nous traitait des fanatiques. D'ailleurs, moi, je ne suis pas Moulouba, je suis né Congo. L'IDP, ce n'est pas une question d'ethnie. Donc, il a tapé à côté. Son raisonnement a été un raisonnement bâclé et biaisé. Donc, je crois que c'est à nous de lui dire qu'un jour, il a tenu une messe, rien que des ressortissants katangais. Entre lui et nous qui est tribal. Je tenais à lui répondre quand vous avez dit ça, de manière très polie, mais très directe. Donc, je crois que pour l'Église catholique, je crois qu'il faut éviter ça. Hein? Il faut éviter ça. Je crois que il a plus de rôle. Il y a un prêtre qui a été reçu par Moïse Katumbi en culotte. Vous voyez, vous faites allusion à ces images qui c'est circulent. Monseigneur Philigeance. Je vois. C'est Monseigneur Philigeance Mouteba dont vous venez de faire allusion. Il a été reçu en pilote. Par Moïse Katumbi. Par Moïse Katumbi, même le chef de l'État, avec toutes les valeurs qu'il accorde aux prêtres de l'Église, aux princes de l'Église catholique, il ne peut pas le recevoir en culotte et en cinglé. En cinglé et en culotte? Non, il avait un t-shirt et une culotte. Je dis, mais le président de la République respecte le Congolais et tout le rend possible. Il ne peut pas recevoir quelqu'un en culotte chez lui à la maison. Ça, c'est pas du respect. Vous savez, nous avons besoin d'une église catholique avec des princes de l'église comme Monsengo. Un homme qui sait orienter la nation par son discours. Il peut t'attaquer, mais avec manière. Et toi-même, tu sais que cela s'adresse à moi. Alors, M. Chollet nous traitait d'une milice. Je m'aimerais rappeler à M. Chollet. Le 24 avril 1990, Mobutu décrète le multipartisme. On avait fait sans armes. Et qu'aujourd'hui, on est au pouvoir et nous devons créer une milice. Vous voyez un peu, ça c'est très dangereux. Je me limite par là. Merci. Mr. Jules Pitra, Mukendi, un biscuit aussi. Merci beaucoup, cher Dan. Moi, j'ai plutôt des interrogations par rapport à la société quinoise, je dois dire ça comme ça. Actuellement, nous vivons des kidnappings, des vols d'enfants et des enlèvements. Nous interpellons ici l'autorité de sorte à essayer de rassurer une certaine sécurité à la population parce que la population en a droit. Je crois que l'autorité devait déjà avoir des mesures, je vais dire une certaine manette pour comprendre ce qui se passe et essayer de poursuivre tous ces faiseurs de malheur jusqu'au même dans leur dernier retranchement parce que de plus en plus maintenant, nous sentons qu'il y a une certaine psychose qui commence à s'implanter dans dans la caboche des peuples quinois surtout. Donc je crois que l'autorité devra en ce moment travailler pour essayer de tirer cette chose au clair, que l'on connaisse le bourreau, qu'on connaisse s'il y a une filière, s'il y a des réseaux, que cela soit mis à nu pour essayer de redonner la paix à ce peuple qui déjà traverse beaucoup de situations pas très bonnes, encore que nous sommes dans une année électorale. Je crois que c'est quelque chose sur lequel l'autorité doit vraiment travailler.
Merci, Monsieur Jules Pitra Mukendi. Je m'en vais donc rappeler le sujet du jour, mesdames et messieurs, 60 ans d'indépendance, évaluation et état des lieux. On va commencer par, on va prendre le secteur, d'abord le secteur économique. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, 60 ans après, notre économie, où est-ce qu'elle est? Je pose aussi la question. Vous à la maison, répondez-nous sur toutes nos plateformes digitales. Alors, Monsieur Mathieu Takizala, je commence avec vous. Quelle évaluation faites-vous de la République démocratique du Congo, 63 ans après, dans le secteur de l'économie, particulièrement? Il faut qu'on se dise la vérité. Ça veut dire que l'autopsie en tant qu'un technocrate et puis entrepreneur, économiste, je crois qu'on a péché dans beaucoup de choses. 60 ans durant. Collectivement, l'économie congolaise est à 99% du côté de l'informel. Tous les gestes sont dans l'informel. Et quand les choses ne sont pas canalisées, on ne peut pas parler de l'économie. L'économie, c'est quoi? C'est les agents économiques, privés, entreprises, institutions. L'économie, c'est quoi? C'est l'infrastructure. L'économie, c'est quoi? C'est le système bancaire. L'économie, c'est quoi? C'est l'énergie. L'économie, c'est quoi? C'est les outils de logistique. Et quand vous regardez, le Congo, c'est un grand territoire et qui est presque la moitié de l'Europe occidentale. Mais quand vous regardez de Kisangani jusqu'à Kinshasa, de Goma à Kinshasa, aujourd'hui, à l'ère actuelle que nous tournons cette émission, c'est comme des États. Or, lorsqu'on accède à l'indépendance, ce qui était produit du côté de Kinshasa, on le distribuait à Goma. Et ce qui était à Goma venait à Kinshasa. Lorsqu'on accède à l'indépendance, le taux de chômage n'était pas ce taux de chômage que nous avons aujourd'hui. On ne comptabilise même pas des chômeurs. Quand vous regardez cette ville, Léopoldville de l'époque, qui est devenue Kinshasa, si on est dans le 24 communes, vous allez voir qu'il n'y a que des qui sont restés où les gens peuvent vaguer professionnellement. C'est Limité et Kalina. Deux communes où les gens peuvent vaguer professionnellement, pas dans le débrouillardisme. Là où les gens peuvent trouver le travail, c'est Kalina et Limité. Même les deux zones sont en train de s'émietter. Vous voyez, Limité industriel, c'est plus l'industrie. Maintenant, c'est des bâtiments qui est en train de se construire. Les bâtiments où les gens dorment. Là où il y avait des usines, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus d'entreprises. La transformation locale, quasi inexistante. Les opérateurs des nationalités congolaises, ce sont plus des grands acteurs dans l'économie congolaise. Or, l'économie, il faut avoir des acteurs. L'économie si vous dressez un tableau assez sombre, l'économie congolaise... Non, mais elle est sombre. Elle n'est pas assez sombre, elle est sombre. Nous sommes dans l'économie qui est mondialisée, libérale, purement libérale aujourd'hui. Et vous allez voir que même l'économie financière cotée en bourse, nous n'avons pas une dizaine de sociétés de capital congolaises qui sont cotées en bourse. On n'a pas 15 sociétés à l'ère que nous tournons parce que c'est 63 ans de marathon. Il n'y a pas une quinzaine de sociétés, de capitaux congolaises qui même peut commercialiser les choses à travers le pays africain, les 54 États africains. Donc, il y a un problème. L'exode, n'en parlons pas. Vous voyez qu'aujourd'hui... L'exode rural. Oui, mais dans nos villages, il n'y a plus de gens. Les gens se cantonnent dans des grandes municipalités qu'on appelle Kinshasa, Lubumbashi, Goma, ainsi de suite. Et il y a même des grandes villes comme Kisangani aujourd'hui, économiquement, ça ne représente rien. Il y a des villes comme Kikwit, économiquement, ça ne représente rien. C'est uniquement cette économie de la contrebande où on voit que l'informel, on l'accepte. Quand vous avez le taux de l'informel que nous avons aujourd'hui, est-ce que ça peut faire émerger les entreprises? Et prenons par exemple un autre indicateur qui doit intiguer les gens. Comment fait-il que lorsque l'argent public, où on achète, l'État est le premier acheteur, mais regardez le marathon de 60 ans. Pourquoi les achats de l'État n'ont pas permis d'avoir des grands entrepreneurs de la démocratie du Congo? Eh bien, là... Tous les lois de finances, l'État consomme, non? Est-ce qu'on peut faire un budget sans consommation, sans dépenses? Il y a des dépenses. Mais comment fait-il les dépenses que cet État consomme tous les ans? Ça ne permet pas
aux entrepreneurs de la République démocratique du Congo de revenir comme à l'époque de Kindwelo et de Dokolo et de Kansebu et de Fonji. Dans l'environnement ne permet pas que les entrepreneurs puissent émerger. Non, mais quand vous avez des gens aujourd'hui qui l'argent, ils sont coincés. Moi, je ne vis pas ici. Il y a même pas de débouché. Depuis 2007, 2016, que je retourne de temps en temps à Kinshasa avec la philosophie spéciale autogarage. Vous imaginez 72 mois sans contrat structurel, 72 mois d'entreprise qui existe dans un marché économique où vous n'avez ni crédit ni contrat. Comment l'entreprise va émerger? Depuis 2019, je suis à Kinshasa, où je vois ni la famille, ni les enfants, uniquement sur cette aventure. Nous, on peut se permettre, parce qu'on vient d'ailleurs. Mais imaginez un jeune homme qui a Kikwit, là où je suis né. Il commence dans l'aventure entrepreneuriale, qui n'est pas économiste, qui n'a pas de réseau, qui n'a rien, ainsi de suite. Comment il va faire? Quel est l'écosystème? Le recrutement, les ressources humaines pose problème. Normalement, un entrepreneur doit trouver, par exemple, un écosystème étatique qui le permet pour le recrutement, par exemple. Le recrutement aujourd'hui, on ne donne pas assez de moyens. On devait le donner assez de moyens pour former ces gens qui quittent l'université ou l'école pour comprendre le milieu professionnels, comment ils doivent agir. Et les entreprises du portefeuille de l'État, qui sont des grandes entreprises, comment fait-il ces entreprises? À chaque fois, on nomme des gens à la tête de ça. Est-ce qu'on audite ces gens-là pour voir, ils collaborent avec qui comme PME dans le territoire? Parce que les PME congolaises sont en difficulté. Comment on peut laisser pendant 40 ans dans ces pays l'achat d'argent, le crédit, revolving, moi j'appelle ça. Les taux d'intérêt exagérés. Les durées d'étalement. Merci beaucoup. Des remboursements exagérés. Et là, on parle de l'économie. Je reviens vers vous incessamment. Monsieur Joseph, quel est votre état des lieux de cette économie? C'est vrai, la politique est un peu globalisante. Hein? Quel état des lieux faites-vous? Je sais que vous n'êtes pas... mais je sais que vous êtes assez outillé. En Sciences Po, il y a aussi des notions d'économie. Donc ça, il ne faut pas vous soucier de ça. Mais moi, je me répartis du départ. Vous voyez, le fondement était mal posé dès le départ. Dès le départ. Vous savez, au XVIIe siècle, les États-Unis étaient pauvres, le Japon était pauvre. C'est la Grande-Bretagne, l'Angleterre qui avait l'influence sur cette zone-là pour prendre de matières qu'ils avaient besoin à l'époque. Et ces gens-là se sont autodéterminés et ils ont renversé la tendance par une guerre qui les avait libérés totalement du joug de leurs colonisateurs qui étaient des Anglais. Hein? Mais ces gens-là, parce que c'était les fondements de l'économie européenne, à l'occurrence parce que la Grande-Bretagne était la grande puissance de l'époque. Alors il fallait trouver des solutions pour pallier à cela. Et là on a parlé d'installer des Livingstone qui sont venus en explorateur pour le besoin de ces gens-là. Et ils ont découvert qu'en Afrique c'était le palliatif de l'Amérique et d'une partie de l'Asie. Et tout a commencé, notre malheur a commencé en ce moment-là. Quand ces gens-là ont braqué leur regard sur l'Afrique, en l'occurrence la République démocratique du Congo, s'il vous plaît, déjà vers 1884. Les précurseurs de la conférence de Berlin, c'était les États-Unis, la Belgique et l'Allemagne. Du côté américain, nous pouvons citer le général Henry Sanford, et le côté allemand, c'est Van Otto Bismarck qui était le chancelier, et puis le roi de Belge. Et ça n'est suivi en 1885, la conférence de Berlin, qui avait déterminé ce que serait l'Afrique. Oui. Les frontières. Et leur regard, c'était la RDC. C'est là que le fondement de la RDC ont été posés sans nous. Cette configuration, un État assez vaste qui lie l'Est à l'Ouest, le Nord au Sud, c'était fait à dessein. À dessein pour eux, la RDC pour eux représentait un marché mondial. Là où tout le monde venait puiser, viendrait puiser là-bas. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails de ce que le roi de Belge a fait parce qu'on n'a pas le temps. Donc c'est pour éveiller le Congolais qui regarde, c'est en ce moment-là que le fondement a été mal posé. Vous comprenez? Alors, quand nous sommes arrivés dans les années 1960, là on a créé l'indépendance,
Mais c'était avec, avec des hommes congolais, mais de quelle qualité aussi? Vous comprenez? Vous savez, aux États-Unis, il y a eu par exemple comme quelqu'un comme Washington et des Lincoln, des gens qui savaient ce qu'ils voulaient. Alors, l'homme congolais n'avait pas été préparé suffisamment pour prendre les choses en main. Même la qualité de ceux qui sont allés à la conférence, à la table ronde économique, parce que c'est de là que tout est parti. Vous savez, l'homme blanc a compris que il était en face de lui des gens qui n'avaient pas le niveau de négocier. Nous avons tout perdu en 1960 après l'indépendance quand nous sommes allés dans la table ronde économique. Nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. Tout ce que la Belgique a eu au Congo est resté pour eux. Mais normalement, on devait demander aux Belges de nous restituer les actifs de toutes leurs entreprises minières, à l'occurrence l'Union minière du Bakwanga et puis l'ex-Gécamine. Ouais, chutez s'il vous plaît. Vous comprenez? C'est là que tout est parti. Vous voyez? Alors, nous n'avons pas su, sur le plan politique, nous n'avons pas encore su créer une âme congolaise. On n'a pas encore d'âme congolaise. Parce qu'il faut avoir un État-nation. Vous voyez? Alors, tout est parti. Alors, la qualité du Congolais aussi. Les politiques n'ont pas aidé le Congolais à comprendre les enjeux de leur pays et l'importance de leur pays. D'accord. Alors, tout ça, parce que si vous faites de la bonne politique, vous ferez une bonne économie. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous repasse la parole tantôt. Monsieur Jules Pitre, votre point de vue sur cette question. Quelle est votre lecture? Oui, je vais commencer par saluer tout ce qu'ont dit les amis ici sur le plateau. C'était pertinent. Je crois que ce qu'était en train de dire mon frère tout à l'heure, je crois qu'au départ, le fondement a été mal posé. Ici, je le confirme. Parce que déjà, à la table ronde économique, qui est-ce qu'il y avait en face? Je crois que le colonialiste ou bien le colon était très heureux de se rendre compte que le Congolais n'était que derrière ce qui frappait à l'œil. Il suivait l'indépendance politique. Parce qu'il fallait habiter les maisons de blancs, il fallait désormais parler comme le blanc, avoir la place du blanc, mais sans vraiment se rendre compte que toute la force que l'on peut déployer, que l'on peut faire miroiter, s'assied sur une forte économie. C'est l'économie qui fait resplendir déjà la politique. L'administration de l'époque était tenue par l'homme blanc. Tout à fait. De sorte que l'homme blanc, conscient de ce qu'il laissait derrière lui tout un piège, il savait que vous n'alliez rien faire demain parce qu'il n'y avait pas... Il savait que le Congo allait s'affaisser. Il savait. Parce que comme vous étiez en train de demander une indépendance politique, alors accordons-leur cette indépendance politique tout en sachant On n'était pas prêts. Ils n'ont pas de clés pour ouvrir la situation économique qui va rebondir certainement sur eux et désormais ils resteront dépendants de nous et c'est ce qui allait suivre. Même sur le plan administratif, comme vous le dites, qui était préparé pour essayer de succéder à la gestion administrative que présentait le colon? Il n'y en avait pas. On n'avait que le leader politique, alors qu'il fallait être aussi prêt administrativement, il fallait être aussi prêt économiquement. Et ça, nous n'avons pas été. Peu d'universitaires aussi, capables de gérer tout un État. Il faut quand même des gens qui ont un certain niveau. Justement. Et cette formation-là, c'est casting. En fait, le profil-là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Mais comme on voulait l'indépendance pour l'indépendance, et on nous l'a accordé, tout en sachant qu'on était piégé. Je me demande, est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, où certains politiques veulent le pouvoir que pour le pouvoir? C'est-à-dire au-delà que je m'y mette, sans réellement savoir où est-ce qu'il veut amener le pays. Est-ce que ce n'est pas la même configuration? Je suis tenté de dire oui, c'est la même configuration. Pourquoi? Parce que ce sont les fondements. Le fondement nous réclame. C'est de cette manière-là que nous avons commencé, notre mythe a commencé de cette manière-là. Et aujourd'hui, nous vivons encore toutes ces pesanteurs-là dans les réfléchir du Congolais, par exemple, comme était en train de dire mon frère. Et aujourd'hui, je suis content d'être devant quelqu'un qui pense qu'il faut booster l'économie, qui travaille dans ça. Pourtant, nous rencontrons le plus grand nombre de jeunes. Qu'est-ce qu'ils veulent tous? C'est aller en politique, c'est faire son nom en politique. Mais après... Député, ministre, sénateur... Voilà, donc, pourtant,
Il y a d'autres secteurs. Ce sont des secteurs qui sont très porteurs de la croissance, sur lesquels il fallait que l'on mette vraiment, je veux dire, on s'apaisantisse. Parce que quand on dit que, regardez par exemple, le chef de l'État peut facilement dire qu'il faudrait que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. Mais qu'est-ce qui suit après? J'ai entendu mon frère dire qu'il y a la logistique qui manque par rapport à tout ça. Mais qui empêche que cette logistique arrive? Les routes des dessertes agricoles, est-ce qu'elles ont été refaites? Est-ce qu'elles peuvent rassurer cet avenir-là à la population congolaise? Nous avons un pays qui est immensément béni. Nous avons un potentiel très fort sur lequel tout le monde parle, tout le monde peut cogiter du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qu'on y fait? Quelle est la politique économique que le pays est sur lequel le pays est en train de marcher pour que ce soit tel politicien ou un autre, que l'on sache que désormais nous sommes sur tel pas et que nous devons marcher sur cette pas-là. Je crois que c'est ça le plus grand problème que nous avons eu jusque-là et c'est pénible, mais ce n'est pas perdu. Tant qu'il y a des gens qui pensent comme nous aujourd'hui, je crois qu'il y a lieu de voir, parce que moi j'ai dit toujours que si en 1960 il y a eu cette indépendance politique, je crois que 60 ans après, les Congolais peuvent aujourd'hui se regarder en face pour penser, concevoir aussi une politique économique dans notre pays, et je crois que ça peut aller. Merci pour cette analyse aussi, M. Jules. Petra Mukendi, il a dit pas de politique économique pour la RDC 63 ans après. Mesdames et messieurs, ça fait quand même un peu réfléchir. On va se poser la question. Oui, c'est vrai, il y a démocratie, changement de régime, mais nous sommes sous quelle politique économique d'ici 50, 60, 100 ans, 200 ans? Nos petits-enfants, que vont-ils trouver après nous? Monsieur Singa, je vous passe la parole aussi. Quel est votre point de vue sur cette thématique? Il est important d'expliciter avec clarté la différence existante entre faire des économies et l'économie. Parce que quand on parle de faire des économies, on a prétention qu'il y ait quelqu'un qui vend un vendeur, qui vend après avoir obtenu ses bénéfices, il garde une portion qui sera consacrée à la consommation future, et ça c'est ce qu'on appelle l'épargne. Et maintenant l'économie, c'est un champ très vaste et immense, complexe et puis multidimensionnel. Parce que quand on parle de l'économie, et comme j'ai entendu parler des agents économiques, des facteurs de production, il y a aussi des agrégats macroéconomiques. Et des agrégats macroéconomiques, c'est important d'en parler. Et si à l'époque de l'indépendance, l'économie a été mal orientée parce qu'il y avait un problème des cadres, il y avait des problèmes des cadres. On ne peut pas avoir l'économie stable sans qu'il n'y a pas de cadre. On ne peut pas avoir un marché où il n'y a pas de règles. On ne peut pas avoir une stabilité sans cadre. Et le problème, c'est les cadres fondés des cadres. Alors, nous avions vu l'initiation ou l'initiative des réformes portant sur la organisation qui avait prétention ou tendance de créer des jeunes millionnaires. Et ce n'était pas l'idée de notre nouveau président Félix Antoine Tshisekedi de créer les jeunes milliardaires congolais. Mobutu avait prétention de créer les jeunes millionnaires. Alors, il a lancé la organisation qui... Dans le but de créer des millionnaires. Des millionnaires congolais. Parce que dans sa prégnance symbolique, c'est-à-dire sa vision du monde, il a voulu créer des jeunes millionnaires en les confiant des grandes responsabilités où ils étaient tellement incapables d'assumer. Et il n'a pas tenu compte sur base de confiance, il n'a pas contrôlé. Et le problème des cadres. Alors maintenant, quand on parle des cadres ou des agrégats macroéconomiques, nous voyons notre économie de la RDC. L'économie de la RDC est soutenue jusqu'au présent par des investisseurs étrangers. Nous aimons les investisseurs étrangers. On a tellement besoin de ces personnes. Nous avons soif d'eux. Et c'est ça ce qui est craintif. Alors, comment valoriser une économie efficace si l'investissement national est dénué de sens? Comment créer des emplois si les gens travaillent dans la sous-traitance et qu'il n'y a pas de garantie? Il y a un problème de normalisation, il y a un problème de réglementation, il y a un problème de structuration, il y a un problème de formalisation. Alors maintenant, nous voyons les problèmes de l'économie actuelle ou les problèmes de l'économie. Parce que quand on parle des cadres, c'est
ce sont des problèmes très énormes. Alors maintenant, l'économie congolaise est fondée à 34,7% des PIB de notre économie et est tiré de l'agriculture, du secteur agricole. Et donc vous voyez, dans l'agriculture, nous avons 77% de la population congolaise qui sont affectés ou exerçant dans ce secteur. 70, vous dites combien? 70 combien? 75 à 76%. Qui est aussi une agriculture familiale, qui n'est pas d'exploitation des entreprises, tout ça, ainsi de suite, avec un hectare, des hectares. Maintenant, il y a un problème. 75% de la population congolaise travaille dans le secteur agricole. Cela veut dire que... Attends, nous sommes évalués à 100 millions, donc vous voulez dire 75 millions 75%. Mais pourquoi pourcentage. Mais pourquoi nous importons alors, si les chiffres sont exacts, pourquoi nous importons à manger on importe presque tout. Non, mais pourquoi nous importons? Excusez-moi, pourquoi nous importons? Ce n'est pas une agriculture d'exploitation ou d'entreprise. Elle est des familles avec vivrières, pas avec assez de moyens. Le sel d'industrie, en sortant de l'indépendance, c'était Boamanda et aujourd'hui en difficulté, et Pelzet, qui étaient vraiment des exploitations agricoles type industriel avec des moyens. On pouvait avoir la production. Et cette production aujourd'hui, elle est faible. Et donc, vous allez constater, sur base de cette constatation, vous allez tirer l'opinion ou l'importance. Mais pour finir, une minute, qu'est-ce qui nous a mis dans cette situation? Dans la situation où nous sommes, que nous connaissons aujourd'hui, l'économie est faible. Pas d'agrégat macroéconomique. Et c'est parce que les politiques sont mal orientées. Aujourd'hui, le gouvernement se cramponne sur des politiques monétaires, des politiques budgétaires expansionnistes, des politiques monétaires restrictives, baisser les taxes, baisser les impôts, augmenter les dépenses publiques par des grands travaux, par des partenariats publics-privés. Mais le gouvernement n'a pas tenu compte de ces politiques ou des agrégats macroéconomiques et que ces politiques comportent des répercussions directes sur l'économie et sur notre société. Et maintenant, si vous allez plus loin, vous allez comprendre que les taxes, et surtout les taxes, quand on augmente les taxes, et on accroît les dépenses publiques. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Signé, on a compris votre raisonnement. Monsieur Joseph, on a parlé de politique économique, vous qui êtes politologue. Alors, la politique économique d'un État se définit pour que l'État puisse se penser dans les années à venir. Est-ce que, actuellement, le Congo a une politique économique qui s'inscrit dans la durée, le long terme? Merci, mais je voudrais revenir un peu en arrière pour parler de la zaïrianisation. Ça, ce sont des erreurs monumentales. Et puis, Mobutu n'avait pas besoin de créer des millionnaires parce qu'il avait déjà des millionnaires déjà à l'époque. Comment? Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi un documentaire, les Juifs avaient plus de 3000 petites et moyennes entreprises. Mais ils sont rentrés main vide. L'erreur que Mobutu a fait, c'est d'avoir zaïrianisé les petites et moyennes entreprises des étrangers. Vous savez, l'économie mondiale, même ces pays développés, regardez, ils ont commencé quelque part. Et ça a pris des années, c'est un travail de longue haleine. Pour arriver à... C'est un problème de cadre, comme l'a dit monsieur. Oui. On peut avoir un plan économique, une politique économique bonne, mais quand on n'a pas de cadre, la mise en œuvre... Je viens pour le cadre. Parce que la zaïrianisation, ça a été vraiment un fiasco, une erreur politique, une décision satanique et démoniaque de la part du maréchal Mobutu. Et les pillages de 1991-93, ça c'est la qualité de l'homme congolais. Vous ne pouvez pas développer une nation quand vous avez un peuple que vous n'avez pas bien éduqué. Tout commence par là. Du 10e au 12e siècle, l'Europe était illettrée. Il n'y avait pas assez d'intellectuels. Il y a eu des érudits, des savants qui ont défini le modèle de des sociétés qu'ils devaient mettre en place. C'est ce qui aujourd'hui est en train d'être développé par leurs aïeux, par leur génération future. Il faut commencer d'abord à traiter l'homme congolais.
Regardez comment nous jetons des sachets. L'homme congolais, la mentalité. La mentalité, parce qu'il y a une mentalité de pauvreté, il y a une mentalité de développement. C'est une question de mentalité. Quelque chose de mentalité. Je parlais de la qualité de l'homme congolais, qu'il faut réformer et formater de nouveau. Il faut que nous puissions, même si tu as 80 ans, tu as besoin d'être éduqué pour comprendre que non, c'est la Respublica. Comment on peut détourner des millions? C'est ce qui a freiné. Vous savez, le président de la République, comme a dit mon frère, il a dit la revanche du sous-sol ou du sous-sol. Bon. Du sol sur le sous-sol. Quand un président parle comme ça, ça devait être suivi par des actions. Le seul secteur que je demande au gouvernement de mettre trop de sérieux d'énergie, c'est l'agriculture. Parce que ça a des répercussions dans d'autres secteurs économiques. Parce qu'il y a une chaîne de valeur qui sera créée, comme a dit mon frère, un écosystème économique qui sera mis en place. Là, je parle des infrastructures. Et je parlerai aussi de la pêche. Je félicite le gouvernement pour le débarcadère construit à Kinkole. C'est des choses comme ça, parce que toutes ces chaînes-là, c'est de l'emploi. Puisque vous êtes au pouvoir, vous, l'UDPS, est-ce que vous avez apporté votre plus? Non, le programme de 145 territoires pour recadrer, tenez. Vous savez que nous avons 64 000 km de routes, de RN, 84 000 km de routes de dessert agricoles. Depuis le Belge jusqu'à aujourd'hui, c'est moins de 10 000 construits. Vous le savez? Dessert agricole, moins de 20 000. Comment vous voulez développer un écosystème économique efficient? Rail, depuis que le Belge est parti, on n'a même pas ajouté 1 mètre. On n'a pas de voie de communication. Mais le développement, l'économie, c'est les voies de communication. Vous comprenez? Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier aussi que tel que nous vivons ici, l'économie... J'ai lu un écrivain qui m'a épaté. Il a dit, dans les années qui viennent, le monde ne sera plus démocratique, mais nous allons subir le fascisme. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas fort, on vous écrase. Vous savez qu'au monde aujourd'hui, il y a un système dominant. Ce système dominant, c'est des puissants qui détiennent la 80% des richesses, des moyens de ce monde. 80%? 80%. Et c'est quelques individus, quelques familles. Vous comprenez? La grande masse est dans la pauvreté. La plus et immense. Ces gens-là, c'est eux qui imposent leurs lois. C'est eux qui imposent des règles. Ils peuvent même vous imposer le modèle économique que vous mettez en place. Parce qu'au Congo aussi, il faut changer le modèle économique. Il faut, pour le moment, il faut chercher un autre moyen. Parce qu'aujourd'hui, mon frère qui est économiste, tu vas quelque part, tu achètes. Merci. Et tu viens. Oui. Et le prix que tu vas mettre, tu tiens compte des paramètres. Là, je ne parle pas des agrégats. Là, maintenant, je parle des paramètres économiques. Et tu fixes le prix. L'État ne vient que réguler. Il faut qu'on pense à un autre modèle économique. Libéral. Oui, il faut qu'on pense à un autre modèle économique qui puisse permettre qu'on puisse créer des écosystèmes qui puissent faire que nous, d'ici 15-20 ans, que nous puissions avoir un bon et puis aller de l'avant. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette belle analyse, monsieur. Monsieur Joseph Benza. On a l'impression que vous êtes économiste, mais vous êtes plutôt politologue. Ça, c'est très intéressant. Alors, monsieur Mathieu Takizala, votre point de vue sur cette question-là, c'est la politique économique qui manque pour que justement le Congo puisse prendre un nouveau virage, une nouvelle destination. Vous savez, l'économie n'est pas réservée uniquement aux acteurs politiques, comme nous prétendons, parce qu'on a fait presque 6 décennies où ceux qui récupèrent le pouvoir politique pensent que c'est eux, tous celles qui peuvent faire l'économie. Non, ce sont des classes. Et aujourd'hui, quand vous regardez les classes en République démocratique du Congo, on s'est popularisé tout le monde. La classe moyenne, le pourcentage, qui est vraiment classe très très importante pour la consommation. Quel est le pourcentage de la classe moyenne? La classe moyenne. Et nous voyons même dans les infrastructures. Ça veut dire... Vous voyez qu'aujourd'hui, même l'architecture de la République démocratique du Congo pose problème. Parce que les gens n'ont pas... Ce n'est pas de valeur sociale. Ce que moi j'aime, ce que moi j'entends, c'est que vous êtes tous en train de vous plaindre. Non, non. Je vous dis que si on commence à se glorifier en République démocratique du Congo, on ne va pas s'en sortir. Parce que le fossé est énorme. Il faut l'honnêteté scientifique. C'est ça aussi les erreurs. Non, Dan, s'il vous plaît. C'est ça aussi les erreurs que les Congolais en ont. Vous savez, pour avancer, pour mieux reculer, qu'il y a un trou devant, qu'est-ce qu'on fait? Pour mieux sauter, il faut reculer, il faut comprendre le vrai problème, il faut topsier la société.
Vous n'avez même pas 30% de la population active qui travaille en République démocratique du Congo. Tout est dans l'informel. Et on va se glorifier de quoi? Non, on va dire, non, restons d'abord là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne se plaint pas. On fait un constat. Si vous voulez avancer, nous sommes dans le 6 décennies. Il y a des États, 40 ans de l'autonomie et de la souveraineté de l'occupation occidentale, et ils sont plus les mêmes États. Mais comment 60 ans, bientôt ça va être un siècle, mon frère. 60 ans, on est en train de constater, on va proposer. Quelles sont des pistes de solutions? Parce que si la maison tombe en feu, normalement, avant de commencer à réparer, on vient d'abord, on constate. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est d'origine incendiaire? Est-ce que c'est d'origine humaine? Ainsi de suite. Est-ce que le matériau est intact? Et c'est là où on peut mettre le plan de reconstruction de la maison. Donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo, la société est popularisée. On parle de la politique. Mais la politique, c'est quoi? Elle est sectorielle, mon compatriote. La politique, c'est les experts sectoriels. La politique sectorielle. Mais oui. Mais oui, il y a une politique pour faire le journalisme, il y a une politique pour être médecin, il y a une politique pour être agronome, ainsi de suite. Ça veut dire que c'est sectoriel. Ça veut dire que si des gens, on fragilise le travail en République démocratique du Congo, qu'on parle passé dans ces pays, mais on veut faire la politique, on va faire de quelle politique? De quelle politique nous parlons? C'est-à-dire que c'est ça la nuance de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que 3/4 des gens ou des universitaires... Faire un véritable diagnostic. Oui, mais le diagnostic, c'est celle-là. C'est-à-dire vous nous donnez les raisons profondes de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Les raisons... Quand on a les causes, nous pouvons justement voir... Oui, mais les raisons profondes, c'est quoi? Ça veut dire que nous administrons pendant presque 50 ans uniquement avec un seul corbeil qu'on appelle la politique administrative et politique politicienne. Ça veut dire qu'on n'a pas créé les acteurs économiques en République démocratique du Congo et ni les agents. Ça veut dire que 3/4 des Congolais ne contribuent pas. Et tous les gestes que les Congolais, l'économie, c'est canaliser vos gestes aussi. Administrer, planifier, investissez dans le bon. Comment vous pouvez faire un pays, 99% des logements habitables et du côté de l'informel? C'est-à-dire que tout le monde se loge vers l'informel. Il n'y a pas assez d'entreprises qui font louer les gens les maisons. Et comment vous allez faire l'économie? Et comment les déplacements des Congolais? On n'a pas essayé de créer plus d'entreprises qui essayent de nous faire déplacer. Et les déplacements, ils sont peints en jaune, mais c'est l'informel. Et comment vous allez faire l'économie? C'est ça le vrai problème. Ça veut dire que nos gestes, on a minimisé ce qui fait l'économie. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, pour avoir l'épaisseur sociale, il faut être en cravate ou quelqu'un qui a fait l'université. Personne ne vous dit qu'aux États-Unis, tout le monde a fait l'université. Non. Mais les États-Unis, donc ça veut dire que oui, qui est le première économie, mais vous allez voir que les emplois d'ouvriers est supérieur aux emplois de cadres. Aucun pays au monde, l'emploi des cadres va être supérieur à l'emploi d'ouvriers. Mais les postes d'ouvriers, on l'a négligé. Les maçons, le plombier, le fermier, et ainsi de suite. Et est-ce qu'on le met en première position? Mais il n'y a pas de... C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous mettons dans la tête des Congolais que la réussite sociale... Personne n'a parlé. Quelqu'un a parlé ici. Oui, mais c'est ça. Ce sont des erreurs monumentales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un a parlé ici des ordures ménagères. Mais dans tous les États, c'est une source de création d'emplois, non? Mais pour nous, est-ce que nous, on a réussi à le faire, à avaler aux Congolais, que si tu travailles en ramassant des ordures ménagères et que tu es un citoyen comme tout le monde? Eh bien, la belle famille va te faire... Vous comprenez? Donc, maintenant, on veut faire l'économie. On a fait 50 ans, on abache à la tête des Congolais. Nous sommes un pays des mines, ainsi de suite. Et quand vous regardez même les entreprises qui nous représentent dans le secteur minier sont en difficulté. Qu'est-ce qui a fait aussi que cette économie descend? Les choix, les nominations, surtout du côté économique. Ça veut dire que les entreprises, chaque système économique a des grandes entreprises et des petites entreprises. Les grandes entreprises ont un sens. C'est les grandes entreprises qui donnent du travail aux petites entreprises. Les petites entreprises ont une force de créer plus d'emplois dans le territoire. Oh, ironie de l'histoire, il y a une scission entre les grandes entreprises de la République démocratique du Congo et les petites entreprises. C'est-à-dire que les grandes entreprises, on ne met pas assez de managers. Tout est politisé
dans la politique qu'on appelle politicienne, pas la politique dans le vrai sens du mot, parce que la politique est globale. Elle n'est pas uniquement militantiste, ni d'appareil politique. La politique, s'il y a des frustrations dans le cycle économique, il faut relancer, il faut mettre des moyens. On a fait plusieurs lois de finances où quand vous regardez, le répartition pose problème. L'investissement est le parent pauvre. Donc, ça veut dire qu'il faut réinvestir en République démocratique du Congo en créant un plan de relance type Marshall, un plan Marshall pour relancer le tissu économique de la République démocratique du Congo et permettre aux entrepreneurs de la République démocratique du Congo d'être parmi les acteurs. S'il vous plaît, monsieur le DG Mathieu Takizala, je prends la parole. Alors, monsieur Jules Pitra Mokendi, je vous repasse la parole. La question que je pose est celle de savoir... La grande majorité des Congolais sont dans les secteurs informels, comme l'a dit, donc ils ne contribuent pas au fonctionnement. Comment est-ce que nous pouvons nous développer si nous confions le destin de notre pays à quelques individus seulement, fussent-ils politiques, pendant que nous, population, nous sommes démissionnaires? Parce que nous ne contribuons pas à l'avancement du pays. On ne contribue pas, on n'a pas ce comportement économique qui fera en sorte que le Congo puisse... Comment est-ce que le pays peut se développer si nous avons la majorité qui ne contribue pas et la petite minorité? C'est carrément impossible. Quel est votre point de vue? C'est ça, c'est une question fondamentale, celle que vous êtes en train de poser. Comme j'ai dit, c'est un problème que le colon, ou je ne sais pas ceux qui ont pris le pouvoir vers les années 60, ont presque investi dans la tête des Congolais. Dans l'imaginaire congolais, c'est qu'il faudra être un boss. Il faudra être, je ne sais pas, comme était en train de fustiger il n'y a pas longtemps M. Mathieu. Donc nous, on ne veut pas travailler. Et pire encore, même le civisme fiscal, on ne l'a pas. Donc c'est-à-dire que... Paiement d'impôts, taxes, redévances. Oui, c'est même dans celui qui paye et celui qui va recouvrir, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Même ceux qui perçoivent. Même ceux qui perçoivent. Mais même celui qui doit payer, doit d'abord le payer avec beaucoup d'insistance, après beaucoup d'insistance, mais celui qui perçoit aussi fait perdre quelques miettes en cours de route, de sorte que ce qui est payé, ce qui est déclaré, on sent qu'il y a un fossé qui se crée. Et ça, c'est déjà dans nos têtes. C'est un problème que les Congolais ont dans leur tête. Et puis après, dans le pays déjà, quand il faut voir comment est-ce que se construit un budget, vous voyez qu'il y a une grande partie de l'argent du pays qui va vers les institutions. Est-ce que le pays passe à investir? Les secteurs porteurs d'investissement, de croissance et autres, est-ce qu'on y met assez d'argent déjà à la base? Donc, quand on pense 2024 aujourd'hui, quand vous jetez un œil dans le budget, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose qui est orienté vers le secteur porteur de croissance. L'investissement, comme l'a dit M. Et donc, on crée déjà des Congolais, tout enfant qui naît, sait que pour se faire une place dans la société, il faut aller vers la politique. Là où parce les gens que là, on va se retrouver payés. Ils sont gracieusement payés et le plus grand nombre, la plus grande population est paupérisée. On a vu la liste qu'a publiée M. le ministre de l'Intérieur sur la liste des partis politiques. 913. 913 partis politiques. Nous avons battu les records du monde. Les industries, c'est moins de 1500. 500. 913. 913 le parti politique, mais les industries, c'est 500 en République démocratique du Congo. Voilà. C'est ça le vrai problème. Et donc, moi, je crois... Tous ces partis, les gens veulent aller en politique, prendre le pouvoir. Tout à fait. Pourtant, aujourd'hui, dans des sociétés civilisées, comme on les appelle, nous voyons que ce sont les businessmen qui font de politiciens. Ce sont les businessmen qui sortent leur argent pour soutenir une tendance politique. Oui. Mais ici, chez nous, c'est plutôt la tendance inverse. C'est le contraire. Il faut aller en politique pour se faire de l'argent. Et quand on se fait de l'argent, c'est pour le dilapider au vu au sud de tout le monde. Pourtant, ceux qui savent quelque chose de l'économie, savent comment est-ce que gérer, comment réinvestir, comment épargner, comment faire que si aujourd'hui on était à 5, demain que l'on soit à 10. Donc je crois que c'est un travail, c'est ce travail-là. Mais pour qu'il y ait une politique, je crois que c'est aussi une question de casting, comme j'avais dit, une question de profil. Je crois qu'il faut que la politique pense désormais à ce que l'économie doit rester le soubassement de notre société et que les politiciens peuvent venir et partir et laisser une économie stable, prospère. Parce que nous en avons tout le moyen, toutes les potentialités. Nous en avons
toutes les... L'économie et l'administration. Évidemment. L'économie et l'administration est absent. Tout à fait. L'économie et l'administration sont donc absentes. Alors, monsieur Mathieu, monsieur Tinga, je vous passe la parole. Votre perception de la réalité est laquelle quand nous voyons que c'est souvent les politiques qui sont en train de diriger notre économie, qu'on voit les grandes entreprises, comme l'a dit monsieur Mathieu, ceux qui dirigent les grandes entreprises, je ne sais pas, est-ce qu'on tient vraiment compte de l'expertise? On envoie quelqu'un à la GECAMIN, peut-être qu'il n'est pas du domaine, on envoie quelqu'un à la SNEL, peut-être qu'il n'est pas du domaine, à l'OGEFREM, à l'ONATRA. Est-ce que cette tendance est-elle une tendance qui peut aider le pays à se relancer? Parce que les entreprises publiques, ce sont aussi les fers de lance. Eh bien, je voulais faire un petit recours sur les partis politiques. On entend parler des partis politiques partout où nous habitons. Il y a tellement une multiplicité de partis politiques qui se créent et sans une vision claire, sans idéologie, avec des visions opportunistes et puis des motifs qui ne sont pas valables, bien non précisés. Donc c'est déjà des difficultés pour le pays. Et maintenant, les problèmes de la répartition du budget, parce que j'entends parler des institutions de l'État qui consomment plus, dont la majorité des dépenses budgétaires sont orientées dans ces institutions. Il a fallu comprendre que les problèmes de la répartition du budget recourent sur la notion de la priorité. Nous avons autant de ministères, le budget ne peut pas être réparti de façon équitable dans tous ces ministères. L'administration, c'est créer des grands ministères. L'administration sont des grands ministères qui gèrent les domaines d'activité de l'État. Alors maintenant, nous avons un problème de la guerre à l'Est. Nous avons un problème d'enseignement. On ne peut pas laisser, par exemple, les enfants à la maison pour valoriser nos ventres. On ne peut pas laisser les gens occupent nos territoires. Pourquoi? Parce que nous avons tellement besoin que les prix des produits dans les biens, ou les prix des biens et services dans les marchés des biens et services subissent une déflation. Ça, c'est un vrai problème. Donc, le budget est réparti sur base de la nécessité, sur base des motifs ou de la priorité, des urgences, parce qu'il s'agit des notions de la probabilité aussi en statistique. Maintenant, les problèmes de l'économie, comme j'entends parler, l'économie, pourquoi on est comme ça, les perspectives économiques pour le futur, il a fallu tabler sur les capacités créatrices des acteurs. C'est important. Vous voyez comment on pourrait imaginer, comme j'avais dit, l'agriculture. Je n'avais pas fini cette idée. Ce paradoxe-là, plus d'argent va vers le paiement des animateurs des institutions, l'investissement et le parent pauvre. Ce paradoxe-là, est-ce que nous pouvons y mettre fin? L'investissement aujourd'hui, les pays occupent, l'investissement étranger occupe une grande partie de notre économie. On entend parler de l'extraversion de l'économie. Cela veut dire que tout ce que nous consommons, tout ce que nous achetons provient de l'extérieur. Les pays que nous produisons ils sont orientés vers l'extérieur. Et c'est ça l'extraversion. Et maintenant, il faut booster l'économie. Pour booster l'économie, il faut mener des nouvelles politiques économiques et entrer, et surtout à l'agriculture, parce que les politiques agricoles sont des perspectives à court terme. Et telles que quand on lance des projets et des champs de maïs, ce sont des perspectives à court terme. Et ça ne dure pas 2 ans ou 5 ans pour que les rendements soient visibles. Donc c'est important de booster l'économie. La crise congolaise est d'autres systémiques, mais pas politique. Les problèmes des systèmes, quels sont les systèmes mis en place qui pourraient nous orienter ou ayant des impacts pour booster cette économie? Quels sont les systèmes? Les systèmes sont mal orientés, les systèmes sont mal, parce que les projets des 145 territoires, quand je vais évoquer ces projets, les gens de l'IDPS diront non, j'ai foutu en merde. Alors maintenant, les projets des 145 territoires,
qui aujourd'hui consomment une grande partie des recettes fiscales ou des dépenses publiques et beaucoup d'argent de notre budget qui sont orientés dans ces projets de 145 territoires avec tendance de battre le chômage. Faire face à des problèmes dont nous avons... C'est une très bonne chose alors. C'est une très bonne chose, mais le système est mauvais. Pourquoi? Parce que jusqu'au présent, les gens qui travaillent, la main-d'œuvre est détachée. Les personnes, les travailleurs sont des travailleurs temporaires et la majorité de la main-d'œuvre n'est pas qualifiée. La main-d'œuvre qualifiée provient de l'extérieur, les machines proviennent de l'extérieur. Nous voyons les problèmes. On ne peut pas battre le chômage et on ne peut pas battre le chômage lorsque les travailleurs sont détachés. C'est-à-dire que les personnes sont indépendantes. Ils n'ont pas d'avantage. D'accord. En ce qui concerne nous, la contribution on appelle nous appelons ça la contribution à la CNSS. Donc ces personnes-là n'ont pas... Les cotisations sociales. Merci, les cotisations sociales. Pourquoi? Ils n'ont pas d'avantage. Il n'y a pas la protection, il n'y a pas la sécurité d'emploi. Donc ça, c'est déjà un vrai problème avec ce projet. On ne peut pas créer... Parce que quand on parle de chômage, le chômage, c'est un facteur superficiel. Et derrière le chômage, c'est la façon, notre perception du travail. Comment on regarde le travail. Le travail, c'est un facteur noble. Le travail, c'est la source créatrice de la richesse. Le travail requis en démocratie du Congo et on parle peu de travail. Donc ça veut dire que le travail structurel, il faut maintenant évaluer dans ces projets. On parle plus de travail. On parle plus de travail. Le travail est dénué de sens. Pourquoi? Tout ce qu'on veut, c'est appeler des investisseurs étrangers parce qu'on a tellement besoin de ces personnes. Chez nous, il y a des potentiels. Il y a des potentiels intellectuels auxquels nous pouvons commercialiser, auxquels nous pouvons exploiter, mais jusqu'alors, on ne sait pas compte. C'est les problèmes systémiques. Le système est mauvais. Le système est mauvais. Il faut changer le système. Il faut changer de politique budgétaire. Très bien. Alors, on va rester dans les propositions. Vous voulez... Alors, je vais placer un truc concernant le politique budgétaire de la démocratie. 2 minutes, on va finir. Les propositions. Le 7 ans, oui, le 7 ans qui sont à Kinshasa, en fait, il faut d'abord penser à créer des recherches. On ne pense pas à créer des recherches. C'est-à-dire qu'on parle plus maximisation de recettes. Et quand vous êtes dans le cas comme la nôtre, c'est en créant des niches, en créant des mesures incitatives que vous allez faire ressusciter les agents et les acteurs économiques. Même on va chercher les investisseurs venus d'ailleurs, ou que les investisseurs venus d'ailleurs s'attellent aux investisseurs nationaux. Ouais. Parce que c'est ces nationaux-là qui vont permettre que, et c'est que mon compatriote est en train de chercher par des statistiques réelles, et qu'il y aura un rebond social dans la société. Parce qu'aujourd'hui, il y a le fonds qui sont dans la cotisation sociale, INSS. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on réinvestit dans le secteur de l'économie productive? L'argent qu'on récupère à la SONAS, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, en fait, il faut maintenant qu'on change sur la politique budgétaire de l'État et dans les politiques monétaires de l'État. Ouais. Parce que si c'est des dispositifs, on n'essaye pas de le bouger, on ne créera pas des acteurs. Parce que je ne pense pas que la Chine a eu un essor parce qu'il y avait uniquement l'apport des investisseurs venus d'ailleurs. La Chine a compté d'abord par les investisseurs locaux. Et ce sont les investisseurs locaux qui ont attiré aussi les investisseurs venus d'ailleurs. Or, nous, on a fait 60 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'argent public que nous achetons, vous voyez que nous versons ça par des investisseurs venus d'ailleurs. Or, les investisseurs locaux ne sont ni considérés, ni mis en première position. Donc, il faut les mettre aussi de temps en temps en première position. Et surtout dans des jonctures, il faut que les investisseurs locaux soient mixés avec les investisseurs venus d'ailleurs. Et c'est avec ce genre de dispositifs que les États en retard avancent. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu, pour ces propositions. Je donne aussi 3 minutes à votre voisin de gauche qui va nous faire des propositions. Oui, propositions, mais j'ai compris que mon frère n'est pas tellement informé sur le programme de 145 territoires. Bon, ce n'est pas le lieu parce que là, on va faire tout un débat. Ça, ce sont des emplois temporaires, ça existe partout. Ceux qui ont construit le stade des Martyrs, la main-d'œuvre, ils n'ont pas été embauchés quelque part, ils ont travaillé, ils ont été payés, puis c'est fini. Donc, si vous voulez un débat sur ces sujets-là, vous n'avez qu'à chercher dans Zang et puis on va en parler. Bon, ma proposition, voilà. Mes propositions. Parce que normalement, il faut... Le facteur important pour mettre en place des bonnes politiques publiques, c'est d'abord le budget.
Vous pouvez avoir notre professeur de finances publiques nous disait toujours, tu peux avoir de bonnes intentions, mais quand les finances ne suivent pas, tu ne feras rien. Parce que il y a un cours de l'analyse de politique publique. Nous avions été formés. C'est-à-dire, il faut être en mesure, la première de propositions, que le gouvernement puisse numériser tous les systèmes et entrer rapidement à ceux qui captent l'argent entre les mains des Congolais, entre les mains des entreprises et ainsi de suite. C'est pour réduire les détournements et tout ça. Deuxièmement, il faut faire l'équilibre entre les frais de fonctionnement et les investissements. Parce qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Donc, les frais de fonctionnement, et aujourd'hui, ils ont fait un effort pour arriver à 60 et 40. C'est déjà un début. On est à 16, mais la moyenne africaine, c'est 20 milliards. 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Quand vous atteignez 20 milliards de dollars, c'est alors que vous commencez petit à petit à sortir du gouffre. Vous voyez. Deuxième chose, il faut renverser la bourgeoisie bureaucratique à la bourgeoisie artisanale et agricole. On a des bourgeois politiques. Vous comprenez? Mais la production faible. Non, c'est pour ça qu'il faut décourager les gens. On a une bourgeoisie bureaucratique et politique. Quelqu'un qui était pauvre, il s'est fait des millions en moins de 6 mois. C'est hérité de la colonisation, justement. Hérité de la colonisation. 30 secondes. Il faut que les entrepreneurs congolais puissent avoir une banque de développement, là je rejoins mon frère, pour qu'ils puissent avoir des financements à taux réduit et puis à des délais qui ne puissent pas, parce que les gens font des AVC à cause de ça. Le taux que le Congolais contracte de crédit dans des banques commerciales étrangères, et c'est compliqué là. Vous comprenez? Il faut en parler. Il faut... l'AFPI a été créée pourquoi? Pour soutenir les investisseurs. Mais tenez, les politiques ont pris en otage cette institution importante. On a donné du crédit à qui? À papa, à maman et aux membres de partis politiques qui ont fait avec quoi? Acheter des maisons et des voitures. Non, pas Deuxièmement, il faut éduquer le Congolais. Tout ça revient à une banque publique d'investissement et on quitte la logique des fonds. La logique des fonds il faut éduquer l'homme congolais. Quand tu contractes un prêt, il faut savoir rembourser. On a trop d'insolvables dans ce pays. Donc même les banques aujourd'hui ne savent plus donner du crédit aux Congolais parce que nous sommes des insolvables. Incroyable. La cause aussi peut-être le taux d'intérêt est très élevé. Non, la culture bancaire, ça commence aussi dans les bas âges. Dans les bas âges, oui. Mais comme on a laissé pendant longtemps les Congolais, pas dans le travail structurel, dans des friandises, automatiquement les gens ne vont pas comprendre la culture bancaire. Je crois qu'il faut maintenant booster les entreprises. Et que lorsque tout Congolais va comment et puis avoir le problème des revenus en démocratie, c'est pas normal. Merci beaucoup. Les autres revenus publics qu'on paye les gens. Quels sont les indicateurs par rapport à Monsieur le DG, s'il vous plaît. C'est ça. Monsieur Jules Pitra, 2 minutes aussi, 2 minutes 30 rapidement. Proposition de faire oui. Pour que nous puissions nous en sortir. Essayer de canaliser désormais, que la politique essaie de canaliser beaucoup plus d'efforts vers l'économie, parce que c'est l'économie qui nous garde sains, c'est l'économie qui assure la prospérité d'un État, ce n'est pas la politique. Et ça, il faut sortir ça de la tête des gens. Je crois qu'il faut canaliser nos actions, nos politiques économiques vers une prise en charge de Congolais d'abord. Et comme m'a dit mon frère, travailler en joint venture avec des étrangers qui viendront pour essayer d'attirer une certaine expertise et de plus en plus s'autonomiser de cette manière-là. Je crois que de plus en plus, la politique, le civisme fiscal, il faudra aussi l'enseigner de plus en plus. Je crois qu'aujourd'hui, avec les actions comme l'IGF et autres, je crois qu'il faut multiplier des actions comme ça pour essayer de dissuader le Congolais à ne pas trop mettre la main dans la pâte dans l'action du Congolais. Et puis, appuyer les actions de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est pas soutenu. Il n'y a pas de banque par rapport à ça et autres. Et c'est ça à quoi nous avons parlé de banque de développement. Tout à fait. Il faudra soutenir ceux qui viennent avec de bonnes intentions. Ne pas croire qu'il faut être universitaire pour faire des grandes affaires. Les gens mettent tout sous le dos du président Tshisekedi. Quand il va pas mal, le franc congolais se dévalue. Mboka Tshisekedi, tout ça. Est-ce qu'ils ont raison? Ils ont raison et ils ont tort. Je dis pourquoi. Ils ont raison parce que... Pour finir, s'il vous plaît. Justement, quand on est chef de l'État,
on est le garant, et on peut même s'en prévaloir qu'on est garant des bons, le bon fonctionnement des institutions et tout ce qui suit. Mais ils ont tort quand on pense que c'est les chefs de l'État qui doivent jouer tous les postes. Le Congolais lui-même croit qu'il faut venir balayer chez lui. C'est les chefs de l'État qui doivent venir balayer chez lui. Lui ne peut pas le faire parce qu'il sait que c'est à lui la responsabilité. Et voilà maintenant le malheur qui s'ensuit. Le malheur qui s'ensuit, c'est que le chef de l'État peut faire même des réprimandes à tout le monde, parce que finalement, il se rend compte, c'est à lui que sur qui tout retombe. Et on dit, non, il est dictateur, pourquoi il peut dire ça à l'église, pourquoi il peut dire ça, il peut dire ça. Mais pourtant, quand tout va mal, c'est sur lui que ça doit reposer. Et donc, il a la responsabilité de réguler ça aussi, Monsieur à un Stinga, certain niveau. proposition, s'il vous plaît. Je voulais parler de la proposition qu'on a citée, la création d'une banque de développement. Peut-être on est mal informé. La République démocratique du Congo n'a pas assez, au moins beaucoup des institutions financières non bancaires qui octroient des crédits, des microfinances. Et il y a des coopératives, d'épargne et de crédit, on appelle des COPEC, qui octroient aussi des financements. Nous avons FOGEC qui vient d'être créé. Nous avons ANADEC qui est spécialisé dans ce domaine et l'investissement. Donc, le problème, ce n'est pas de multiplier des structures ou de créer les problèmes, c'est d'échanger les systèmes. Parce que les systèmes bancaires se reposent sur la confiance. La confiance, le crédit, c'est la confiance. Alors, pour que les banques octroient des crédits, il faut que les banques constatent qu'il y a une façon de responsabilité. Et les gens se sentent responsables et plus redevables à leurs responsabilités, à leurs dettes. Et ce sont des obligations envers ceux qui prétendent prêter de l'argent à l'égard des banques. Maintenant, nous avons des banques qui financent des banques commerciales qui octroient aussi des crédits. Mais le problème, c'est que l'agriculture qui occupe une place très importante dans notre économie, il y a des financements, les taux de financement orientés dans ce secteur est de 3,8%. C'est incroyable, c'est déraisonnable. Et maintenant, dans les secteurs des infrastructures, des fabrications et de la construction, il y a plus beaucoup de financements sont orientés dans ce secteur, de fabrication et infrastructures, comme on a parlé. Et on réhabilite les universités. Il y a des financements. Jusqu'à quand on va parler des histoires? L'agriculture, c'est un facteur clé. On n'entend pas et les gens meurent sur base de quoi? Parce qu'il y a l'insécurité alimentaire. Il n'y a pas la production nationale bien gonflée et on ne favorise pas cette production. Alors pour favoriser cette production, il faut créer des jeunes entrepreneurs. Il faut soutenir. Le gouvernement, ce que le gouvernement devrait faire, c'est mener des politiques protectionnistes. Parce que quand il y a des jeunes entrepreneurs qui débrouillent dans notre territoire, je vais finir. Ils ont difficulté de quoi? C'est de l'accompagnement. Très bien. C'est ça l'état créance au niveau de l'administration publique. L'État devrait mener des politiques protectionnistes. Mesdames et messieurs, protectionnistes. Protectionnistes pour protéger, garantir les emplois déjà existants. D'accord. Nous avons des Chinois, des Indiens qui viennent partout et ils investissent dans n'importe quel lieu. Ils sont envahis, ils sont partout dans nos avenirs. Ils créent des supermarchés. Comment vous allez valoriser l'entrepreneuriat si on ne protège pas des entrepreneurs congolais? Comment on va protéger? Il vaut comme aujourd'hui qui vend sans unité. RTL, sans unité sur un l'entreprise Vodacom vend sans unité. Donc, en sans détail. unité sur un PSA, RTL, Manitou et tous ces 4 entreprises. Ils ont réalisé bénéfice de combien de revenus annuels en 2020? 1,5 milliard. Les détails, c'est pour les locaux, les privés, les populations. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Que pour Vodacom et ces entreprises, même ce genre de politique. Pourquoi Bralman ne vend pas les bouteilles? Bon, je dis que ces propos n'engagent que vous. Je ne vais pas les endosser, ça n'engage que vous. Et donc, Congo Buzz n'est pas responsable. Alors, merci beaucoup, monsieur Mathieu. Merci beaucoup, monsieur Joseph. Merci beaucoup. C'est fini, on n'a plus le temps. Le temps est fini. On doit laisser à nos amis de la rédaction de prendre la place pour le journal. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. Retrouvez demain, monsieur Daniel Kamboa
qui va mener cette grande tribune. Bonne fête de l'indépendance, que le Seigneur vous bénisse, que nous ayons finalement pour que ce grand pays puisse revêtir une belle robe. On en a besoin tous. Bonne fête d'indépendance.